Bonjour. En recevant régulièrement des vidéos postées par des amis et par tous ceux qui, partageant leur passion, m'aident à mieux vivre cette solitude imposée par la nécessité de confinement, je me suis dit que moi aussi je pourrais rentrer dans cette chaîne de solidarité que je trouve très belle et très utile parce qu'en partageant nos passions à distance, on arrive à créer ces sentiments de proximité qui nous est si nécessaire ces moments pour garder morale et espoir de des jours meilleurs. Ainsi, si je vous propose de partager ma passion des livres et des auteurs qui m'aident à mieux vivre parce qu'ils m'aident à mieux comprendre la complexité dans le monde dans lequel nous vivons, je sais aussi combien ça peut être frustrant de ne pas avoir le livre qu'on nous conseille tout de suite à portée des mains. Ainsi, je vous propose de partager une autre passion qui est la mienne, qui c'est celle d'aller à la découverte d'histoires de vie des manuscrits. En fait, quand un livre me touche, parce qu'il ouvre mon horizon de réflexion, je pars à la découverte de l'histoire de vie de ces manuscrits. Et là, je vous propose de partager avec vous des histoires de vie des manuscrits qui, écrits dans des conditions de confinement, ont failli ne jamais exister. Et qu'une fois que ces manuscrits ont été sauvés et publiés, ces livres sont devenus, par la pensée exigeante de ces auteurs et par son intemporalité, des œuvres de référence dans le panthéon de la littérature mondiale. C'est qui est le cas des cahiers de prison d'Antonio Gramsci. Pourquoi j'ai choisi de commencer par Antonio Gramsci? En fait, parce que à ce moment, on cite beaucoup Gramsci et de façon un peu anxiogène. On dit le vieux monde se meurt et le nouveau tarde à naître, et dans ces clairs obscurs surgissent des monstres. Mais qu'est-ce que Gramsci a voulu dire? Parce qu'en fait, cette citation retirée de son contexte, elle ne rend pas la complexité de la pensée de Gramsci. Et dans les cahiers de prison, en fait, il fait une analyse pour définir la crise. Et la crise, c'est ces moments, effectivement, ces moments où le vieux monde se meurt et le nouveau tarde à naître. Et entre ces interrègnes, on observe des phénomènes morbides le plus variés. Et si on continue à suivre le raisonnement de Gramsci, on va en fait découvrir que Gramsci fait appel à notre responsabilité de citoyens et que la naissance d'un nouveau monde plus juste et plus sûr va dépendre de notre capacité de le créer avec des bons outils d'analyse de la situation et de la mise en place des bonnes politiques. Donc, restons calmes, gardons espoir et prenons part dans cette chaîne de solidarité qui, par le geste spontané, contribue pour que les jours d'après soient des lendemains qui chantent et pas ceux qui hurlent comme certains nous promettent. Parce que Gramsci a dit aussi, les semeurs de panique n'est pas une invention moderne. Donc, parlons un peu de Gramsci. Il était journaliste, pédagogue, philosophe et homme politique, cofondateur du Parti communiste d'Italie avec son ami et compagnon de jeunesse Palmiro Togliatti. Il est né en Sardaigne le 22 janvier 1891 et mort à Rome le 27 avril 1937. Souffrant dès l'âge de 3 ans d'épilepsie et d'une tuberculose osseuse, sa vie était toujours un souci. À tel point qu'il y avait chez ses parents, jusqu'à l'âge de 20 ans, un cercueil prêt à accueillir sa dépouille. Mais cette fragilité physique ne l'empêchait pas de mener des combats parce qu'il était doté d'une grande soif de connaissances et envie de comprendre le développement de la société et les forces sociales qui sont en œuvre créant des injustices. Et pour lui, la plus grande des injustices, c'est l'écart entre
les instruits et les simples, entre ceux qui ont eu accès aux outils des connaissances pour traiter les idées et ceux qui, par le métier, par l'environnement social, n'ont pas eu ces moyens de développer leur intelligence pour traiter les idées complexes. Il va se battre toute sa vie pour réduire cet écart. Gramsci a mené un combat féroce contre la montée du fascisme. Et comme parlementaire, un jour, il va interpeller Mussolini et ses raisonnements, ses arguments étaient si bien structurés et convaincants que Mussolini a vu en Gramsci un adversaire qui pourrait être dangereux pour lui. Et donc, il va orchestrer l'arrestation et l'emprisonnement de Gramsci pour empêcher ses cerveaux de travailler pendant 20 ans. Or, c'est tout le contraire qui va arriver, parce que Gramsci est aussi doté d'une grande force de volonté. Et pour faire face à la solitude, aux épreuves de la vie carcérale, il va justement faire travailler son cerveau et il va bâtir cette œuvre fondamentale et monumentale qui sont les cahiers de prison. Les cahiers de prison sont une trentaine de cahiers où Gramsci écrit ses réflexions sur des sujets les plus divers et tout particulièrement ses idées et ses concepts philosophiques et politiques. La bonne politique pour Gramsci est celle qui ne tende pas à maintenir les simples dans leur philosophie primitive du sens commun, mais au contraire à les conduire à une conception supérieure de la vie, et qu'il y a du devoir moral de chaque individu qui, ayant eu accès à la connaissance, d'œuvrer et donner les moyens aux plus démunis d'avoir accès à cette connaissance pour traiter les idées complexes et mieux comprendre le monde dans lequel il vit. Mais il dit aussi que c'est de l'intérêt des simples de faire des efforts pour se cultiver, pour acquérir autant d'expérience et largeur d'esprit, pour ne pas rendre stérile leur action et leur sacrifice. Voilà, en résumé rapide, ce qui est Gramsci, son combat et ses cahiers de prison. Arrêté en 1926, Gramsci va passer 11 ans en prison. Il meurt dans une clinique à Rome le jour même de sa libération, le 27 avril 1937. Et c'est aussi ce jour qui commence la vie tumultueuse des manuscrits des cahiers de prison. En effet, le jour de la mort de Gramsci, Tatiana, sa belle-sœur, qui était son plus grand soutien pendant ces 11 années que Gramsci était en prison, elle était à côté de Gramsci dans les derniers instants de sa vie. Et elle va faire le premier geste pour sauver les manuscrits. Elle a fait sortir en cachette de la clinique et elle lui confie à notre ami de Gramsci, Piero Sraffa. Et il va mettre en sécurité le manuscrit dans le coffre d'une banque. Et il demande au Parti communiste d'Italie ce qu'il devait faire de l'héritage littéraire, philosophique et politique de Gramsci. Les manuscrits vont rester dans cette banque pendant un an. Et pendant cette année, avant que Pierre ne reçoive l'ordre de les envoyer à Moscou. Et pendant cette année, Tatiana va tout faire pour reprendre possession de ces manuscrits. Parce que justement, elle a craigné qu'on ne l'envoie à Moscou et qu'il tombe dans la main de Palmiro Togliatti. Et en fait, et qu'il ne détruise. Et en fait, les craintes de Tatiana étaient fondées. Parce que d'une part, elle savait ce que contenaient les manuscrits comme critique de Gramsci aux dérives de la ligne du parti et la politique stalinienne, et elle savait aussi combien Togliatti était en désaccord avec Gramsci à ce sujet, à point que Gramsci avait coupé définitivement le lien avec Togliatti. Donc, Tatiana, ne pouvant pas récupérer les manuscrits et pas empêcher les manuscrits de partir à Moscou dans une valise diplomatique, elle part aussi en Russie, d'une part pour revoir sa sœur et les deux enfants de Gramsci, mais aussi pour veiller sur le manuscrit. Mais malheureusement, elle a mort de typhus quelques années après, avant que le manuscrit ne soit édité à la sauce de Togliatti. Parce qu'effectivement, quand le manuscrit arrive à Moscou, ils vont directement dans les mains de Togliatti.
Et celui-ci comprend tout de suite qu'il y a entre les mains une véritable bombe et que le manuscrit ne sera pas passé la censure de l'internationale communiste. Mais il ne détruit pas parce que, de toute évidence, il a vu tout de suite aussi la possibilité de servir de ces manuscrits. Parce que Gramsci restait quelqu'un de très important dans le milieu des militantes du Parti communiste d'Italie et aussi à Moscou. Donc, il garde ces manuscrits pendant 10 ans. En 1948, Togliatti commence à publier les cahiers de prison. Et ici commence la longue histoire d'instrumentalisation de la pensée de Gramsci, commencée par Togliatti. De cette instrumentalisation du manuscrit de Gramsci, Jean-Yves Frétinet va avancer une hypothèse. Il dit « Togliatti a trahi Gramsci pour mieux le sauver et il a sauvé Gramsci pour mieux le trahir. » J'ai tendance à penser que son hypothèse est juste, mais j'ai aussi tendance à penser que la plus grande trahison qu'on a fait à Gramsci, c'est que cet homme qui s'est battu toute sa vie pour réduire l'écart entre les instruits et les simples, son œuvre aujourd'hui n'est pas accessible au grand public, aux non-initiés. Il reste dans le cercle des cultivés. Ainsi, la biographie écrite par Jean-Yves Frétinet, Antonio Gramsci, Vive c'est résister, je la recommande parce que je pense qu'elle est la clé qui manquait pour mieux comprendre l'homme et l'œuvre et qu'elle pourra contribuer à ce que Gramsci soit mieux compris en dehors du milieu académique dans lequel les cahiers sont, pour moi, restés prisonniers. Voilà un résumé, très résumé, celle que je considère comme étant une des plus complexes des histoires, des vies, des manuscrits, des livres qui ont failli à ne jamais exister. J'espère avoir pu faire naître en vous l'envie de partir en voyage à la découverte de cette histoire et de cet auteur, pour mieux connaître cet auteur, et surtout que ces histoires sont tout de suite à portée de main. Je dis à portée d'un clic. Ainsi, je vous laisse deux liens YouTube pour un premier abordage du continent Antonio Gramsci. Le premier, c'est l'interview de Jean-Yves Frétinet, Gramsci, un intellectuel libéral. Et le deuxième, c'est le lien pour l'interview d'André Tozel, Gramsci et le journalisme. Et si vous voulez continuer le voyage, vous trouverez d'autres liens et d'autres suggestions de lecture dans le texte que j'ai préparé pour vous raconter cette histoire plus en détail et sans accent et que j'ai publié dans le site de l'association unboutdechemin.com. Je vous souhaite bon voyage et je serai là pour votre retour. Au revoir, merci.